Après le décès de mon père, mon impitoyable mari et ma belle-sœur ont exigé une part de mon héritage de 150 millions de dollars. Lorsque j'ai refusé, ils m'ont attaqué avec une chaise, dans un accès de rage, m'ont blessé à la tête. J'étais inconsciente, mais heureusement, mon ami m'a emmenée d'urgence à l'hôpital et m'a sauvé la vie. Lorsque j'ai ouvert les yeux à l'hôpital, j'ai été choquée. Je m'appelle Rebecca Clark, et pendant longtemps, j'ai pensé que j'avais tout ce que l'on pouvait souhaiter, un mari aimant, une belle maison et un héritage qui comptait beaucoup pour moi. Mais alors que je suis assise ici aujourd'hui, prête à partager mon histoire, je réalise à quel point cette illusion était fragile et à quel point la cupidité peut transformer en étrangers les personnes en qui vous avez le plus confiance. J'ai hérité de la fortune de 150 millions de dollars de mon père, lorsqu'il est décédé l'année dernière. Pour moi, ce n'était pas seulement de l'argent. C'était son héritage, construit au fil d'années de travail inlassable et d'activités immobilières. C'était un homme de principe, quelqu'un qui croyait qu'il fallait utiliser la richesse pour aider les autres. Sur son lit de mort, je lui ai promis d'honorer ses souhaits, d'utiliser l'héritage pour des causes charitables et de protéger le nom de la famille. À début, Eric, mon mari, semblait me soutenir. Il était tout ce dont je pensais avoir besoin, charmant, intelligent et quelqu'un qui comprenait mes ambitions. Nous vivions dans une spacieuse maison de Manhattan, entourée de tous les luxes qui accompagnent le succès. Mais dès la lecture du testament de mon père, les choses ont commencé à changer. Eric, qui avait toujours prétendu faire passer l'amour avant l'argent, est soudain devenu obsédé par la fortune. Rebecca, nous pourrions faire tellement de choses avec cet argent, disait-il. Sur un ton décontracté mais insistant. Une maison de vacances dans les Hamptons, des investissements qui pourraient doubler sa valeur, pourquoi ne pas penser à nous pour une fois? J'ai essayé de lui expliquer. L'argent n'était pas seulement à nous. C'était le rêve de mon père d'aider les gens, de construire quelque chose de durable. Mais à chaque fois que je disais non, la tension entre nous s'intensifiait. Je n'ai pas réalisé à l'époque qu'Eric n'était pas seulement frustré. Il complotait. Les vrais problèmes ont commencé lorsque Charlotte, la sœur aînée d'Eric, s'en est mêlée. Charlotte était compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle avait 40 ans, n'était pas mariée et était perpétuellement amère sur sa position dans la vie. Contrairement à Eric, elle ne prenait pas la peine de cacher son mépris. Rebecca, ricana-t-elle un jour. Tu es assise sur une mine d'or et tu es trop têtue pour le voir. As-tu la moindre idée du nombre de personnes qui tueraient pour une telle somme d'argent? Ces paroles m'ont troublée, mais je les ai balayées d'un revers de main. Je pensais pouvoir supporter ses remarques passives-agressives, son ingérence constante. Après tout, elle faisait partie de la famille. Mais avec le recul, je me suis rendu compte que c'était ma première erreur, je l'ai sous-estimé. Les choses se sont aggravées lorsque j'ai trouvé Eric et Charlotte en train de chuchoter dans le salon, tard dans la nuit. Je n'ai pas pu entendre grand-chose, mais j'ai saisi des mots comme procuration et faille juridique. Quand j'ai confronté Eric, il a tout balayé d'un revers de main en riant. Tu te fais des idées, Becky. Tu es tellement stressée ces derniers temps. Je voulais le croire. J'avais besoin de le croire. Mais au fond de moi, une graine de doute avait déjà été plantée. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée un après-midi, lorsque Charlotte a fait irruption dans mon bureau sans y être invitée. Rebecca, dit-elle, la voix tranchante. Il ne s'agit plus seulement de toi. Cet argent appartient aussi à Eric. Tu es égoïste. Ces mots m'ont piqué, mais je suis restée sur mes positions. Il ne s'agit pas d'être égoïste, Charlotte. Il s'agit de faire ce qui est juste. Mon père m'a confié cette responsabilité. Ses yeux se sont rétrécis, et pour la première fois, j'ai vu une lueur de danger dans son expression. Responsabilité, a-t-elle craché. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Et la tension dans la maison est devenue insupportable. Eric et Charlotte étaient toujours en train de comploter, de chuchoter. Ils pensaient que je ne m'en apercevais pas, mais je m'en apercevais. J'ai commencé à fermer la porte de mon bureau, à cacher mes documents. J'ai même envisagé d'engager un avocat.
Mais une partie de moi espérait toujours que les choses se calmeraient. Cet espoir a volé en éclats la nuit du cambriolage. C'était une soirée tranquille. J'étais seule dans le salon, en train de lire de vieilles lettres de mon père, lorsque j'ai entendu un bruit sourd. J'ai à peine eu le temps de réagir que quelqu'un s'est jeté sur moi, une personne portant une cagoule et tenant ce qui ressemblait à une chaise. J'ai crié, luttant pour m'enfuir, mais l'instant d'après, une douleur a explosé dans ma tête. Tout est devenu flou et je me suis effondrée sur le sol. Lorsque je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital. Ma tête était bandée et mon corps endolori. La police a dit qu'il s'agissait d'un cambriolage au hasard, mais il y avait quelque chose qui clochait. Pourquoi n'avait-on rien volé, et pourquoi le voleur semblait-il savoir exactement où je me trouvais? Alors que j'étais allongée, en train de reconstituer les faits, j'ai réalisé l'horrible vérité. Ce n'était pas une attaque au hasard. C'était Charlotte. Et si Charlotte était derrière tout ça, Eric devait être impliqué aussi. C'est à ce moment-là que tout a changé. J'ai décidé à ce moment-là que je ne serais pas une victime. S'il voulait jouer au plus malin, je me battrais, mais à ma façon. Lorsque je me suis réveillée dans ce lit d'hôpital, j'avais l'impression d'avoir fait un mauvais rêve. Ma tête me lançait, ma vision était floue et mon corps souffrait de l'attaque. Mais la pire douleur n'était pas physique. C'était la trahison. Les personnes en qui j'avais le plus confiance, Eric et Charlotte, s'étaient retournées contre moi pour de l'argent. L'argent de mon père. Je savais que je ne pouvais pas rester les bras croisés et les laisser gagner. Je devais me battre, et pour cela, j'avais besoin d'un plan. La première chose que j'ai faite a été de prétendre que je ne me souvenais de rien à propos de l'attaque. Lorsque le médecin m'a demandé si je me souvenais de ce qui s'était passé, j'ai secoué la tête et j'ai dit, je ne sais pas, tout est flou. Et la police s'est rendue sur place pour prendre ma déposition, mais je ne leur ai rien donné. J'ai vu le scepticisme dans leurs yeux, mais je m'en moquais. Moins j'en disais, mieux c'était. Eric est arrivé plus tard dans la soirée, donnant le spectacle de sa vie. Becky, dit-il en se précipitant à mes côtés, je suis vraiment désolé de ce qui t'est arrivé. Je me suis fait un sang d'encre. Il m'a pris la main, mais elle était froide, presque calculée. Je ne me souviens pas de grand-chose. Murmurai-je, étudiant sa réaction. Son visage s'est détendu, et j'ai su que mon jeu fonctionnait. Charlotte m'a rendu visite le lendemain, apportant des fleurs et portant un masque d'inquiétude. Rebecca, c'est horrible, dit-elle. Sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. As-tu la moindre idée de qui a pu faire ça? J'avais envie de lui hurler dessus, de lui dire que je savais exactement qui était responsable, mais je me suis forcée à rester calme. Au lieu de cela, j'ai haussé faiblement les épaules. Je ne sais pas, peut-être un cambrioleur. Ses lèvres se sont retroussées en un petit sourire satisfait. Eh bien, tu as de la chance d'être en vie. C'est tout ce qui compte. De la chance? Ce mot restait en suspens, me narguant. Non, je n'avais pas de chance. J'étais furieux. Mais je n'allais pas les laisser le voir. Pas encore. Une fois sortie de l'hôpital, je suis rentrée chez moi et j'ai retrouvé les choses exactement comme je les avais laissées. À l'exception d'Eric et de Charlotte. Ils étaient partout, planant comme des vautours. J'ai joué le jeu, me montrant confuse et fragile, tout en préparant secrètement mon prochain coup. Je savais qu'il me fallait une preuve. Quelque chose d'irréfutable qui les démasquerait. J'ai donc acheté un petit appareil d'enregistrement et l'ai caché dans mon bureau. Le seul endroit où je savais qu'Eric et Charlotte ne résisteraient pas à l'envie de fouiner. L'occasion s'est présentée plus vite que prévu. Un après-midi, j'ai fait semblant de sortir me promener, mais je suis restée assez près pour écouter. Dès qu'ils ont cru que j'étais partie, Eric et Charlotte ont commencé à parler dans le bureau. Je t'avais dit que tu la cachais trop. Eric l'a embrassée. Ne m'en veux pas. Charlotte a répliqué. Elle était censée être assez effrayée pour donner le contrôle de l'argent. Comment pouvais-je savoir qu'elle finirait dans les hôpitaux? Je serre les poings, me forçant à rester silencieuse.
Mon cœur s'emballait à mesure que leurs paroles confirmaient tout ce que je savais déjà. Eh bien, maintenant, elle ne se souvient même plus de rien, dit Eric. Le ton froid. Il faut juste la pousser un peu plus. Faire en sorte qu'elle signe quelque chose, n'importe quoi qui me permette d'accéder au fond. Et si elle ne le fait pas, demanda Charlotte. Alors nous trouverons un autre moyen, répondit Eric. Nous le faisons toujours. Leurs voix s'estompèrent lorsqu'ils quittèrent la pièce, mais mon esprit tournait. L'enregistrement était suffisamment clair, et ce n'était qu'un début. J'avais besoin de plus de preuves de leur plan à long terme pour tout me prendre. Au cours des semaines suivantes, j'ai joué le rôle parfait de l'épouse confuse et impuissante. Je m'asseyais dans le salon, le regard perdu devant la télévision, faisant semblant d'être trop désorienté pour me concentrer. Eric, pensant que j'étais trop faible pour le remarquer, s'est enhardi. Et elle a commencé à laisser des documents financiers à la vue de tous, pensant que je n'en comprendrais pas la signification. Mais j'ai compris. Un soir, alors qu'Eric était sorti, j'ai fouillé dans son bureau et j'ai trouvé un dossier intitulé Révision du fonds fiduciaire. À l'intérieur se trouvaient des projets de documents visant à permettre à Eric d'accéder à mon héritage sous couvert de gestion financière. Il avait même imité ma signature sur certains d'entre eux. J'ai tout photographié et je me suis envoyé les documents par courriel, créant ainsi une trace numérique qu'il ne pourrait pas effacer. C'était une petite victoire, mais elle m'a poussé à continuer. Et la preuve la plus accablante est apparue lors d'un dîner de famille que Charlotte a tenu à organiser. Eric et elle voulaient manifestement garder un œil sur moi, mais ils ont sous-estimé ma détermination. J'ai apporté le même appareil d'enregistrement dans mon sac à main et je l'ai caché sous la table. Charlotte a versé du vin et s'est approchée, la voix basse. Rebecca, dit-elle gentiment, tu sais qu'Eric et moi ne voulons que ton bien. Nous sommes de la même famille après tout. Bien sûr. Répondis-je en gardant mon ton léger. Mais tu n'as pas les idées claires, a-t-elle poursuivi. Il est évident que tu as besoin d'aide pour gérer les choses. Et si tu confiais certaines de tes responsabilités à Eric, nous pourrions te soulager de tout ce stress. Je me suis contenté d'acquiescer. Tu as peut-être raison. Je vais y réfléchir. C'est tout ce qu'ils avaient besoin d'entendre. À la fin de la soirée, j'avais plus qu'assez de preuves enregistrées de leur plan pour me manipuler et me faire renoncer à mon héritage. Assis seul cette nuit-là, je repassais les enregistrements et examinais les documents, et j'éprouvais un mélange de soulagement et de rage. J'avais enfin la preuve dont j'avais besoin, mais leur trahison était plus profonde que je n'aurais pu l'imaginer. Ces personnes étaient censées s'occuper de moi. Et elles m'avaient traité comme un pion dans leur petit jeu cupide. Mais le jeu n'était pas terminé. Pas encore. J'ai décidé qu'il était temps d'arrêter de jouer la carte de la défense. Si Eric et Charlotte voulaient me détruire, ils devaient en payer le prix. Et je savais exactement comment m'y prendre. Je savais que je ne pouvais plus combattre Eric et Charlotte en silence. Ils avaient franchi toutes les limites et il était temps de prendre le contrôle. Mais si je devais les faire tomber, je devais le faire d'une manière qu'ils ne verraient jamais venir. Ils pensaient que j'étais faible, fragile et désemparée. C'était leur erreur, et j'allais leur montrer à quel point ils avaient tort. J'ai décidé d'organiser un grand gala de charité à New York. Mon père avait toujours organisé ce genre d'événement chaque année pour soutenir des causes qui lui tenaient à cœur. Et c'était l'occasion rêvée de dénoncer la trahison d'Eric et de Charlotte. Je savais que l'événement attirait l'attention de personnalités, d'amis et de membres de la famille, créant ainsi le public idéal pour ce que je prévoyais. J'ai passé des semaines à me préparer, tout en continuant à jouer la comédie. Chaque fois qu'Eric me demandait où j'en étais dans mes efforts pour retrouver la mémoire, je haussais les épaules et disais, pas encore, mais j'essaie. Charlotte, toujours aussi intrigante, me rendait souvent visite, m'offrant son aide tout en me poussant subtilement à laisser à Eric le contrôle de l'héritage. Leur confiance en mon impuissance a été leur perte. Le jour du gala arriva et le lieu était magnifique. La salle de bal était ornée d'élégants lustres, de compositions florales et de bannières célébrant les organisations caritatives que nous allions soutenir ce soir-là. Les invités en smoking et en robe ont commencé à arriver, remplissant la salle de bavardage et de rire. Eric et Charlotte étaient là, bien sûr,
se mêlant à la foule comme s'il n'avait pas passé les derniers mois à comploter ma ruine. Rebecca, c'est incroyable, dit Eric en me posant la main sur l'épaule alors que nous saluons les invités ensemble. Tu t'es vraiment surpassée. Merci, répondis-je avec un sourire poli. Cette soirée va être inoubliable, si seulement il savait à quel point c'était vrai. Au fil de la soirée, j'ai fait un petit discours sur l'héritage de mon père et j'ai remercié tout le monde d'être venu. Je pouvais voir Eric et Charlotte debout près de l'avant, souriant comme s'ils participaient à mon succès. Mon estomac s'est retourné à cette vue, mais j'ai mis mes émotions de côté. L'heure de l'action avait sonné. Mesdames et messieurs, commençai-je en étudiant ma voix. Avant de poursuivre le programme de ce soir, j'ai quelque chose de très important à partager. C'est personnel. Mais je crois que c'est quelque chose que tout le monde ici mérite de savoir. Et la salle est devenue silencieuse tandis que je me dirigeais vers un grand écran situé à l'avant de la salle de bal. J'ai fait un signe de tête au technicien et les enregistrements que j'avais recueillis au cours des dernières semaines ont commencé à être diffusés. Le premier extrait provient de mon bureau, où Eric et Charlotte discutent de l'attaque. Leur voix résonnait dans la pièce, sans équivoque et accablante. Je t'avais dit que tu l'avais frappé trop fort, dit Eric. Et ne me blâme pas, s'emporte Charlotte. Elle était censée être assez effrayée pour donner le contrôle de l'argent. Des halètements ont parcouru la foule. Je voyais les gens échanger des regards choqués, chuchoter les uns avec les autres. Le visage d'Eric est devenu pâle et la mâchoire de Charlotte s'est décrochée lorsqu'elle a compris ce qui se passait. Le deuxième enregistrement a été diffusé. Celui du dîner de famille. Il montre les tentatives de Charlotte pour me manipuler, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. Et si tu confiais certaines de tes responsabilités à Eric, nous pourrions te soulager de tout ce stress, dit-elle. Lorsque les enregistrements se sont terminés, la salle était en ébullition. Les invités sont horrifiés, marmonnant sur l'audace et la trahison dont ils ont fait preuve. Eric tente de s'avancer, son visage est un masque de désespoir. Rebecca, attends. Ce n'est pas ce qu'on dirait, a-t-il bredouillé. Je l'ai ignoré et me suis tourné vers le public. Ce sont les personnes en qui j'avais le plus confiance au monde. Mon mari et sa sœur ont conspiré pour me voler mon héritage, en recourant au mensonge, à la manipulation et à la violence. Mais leur cupidité les a rendus aveugles à une simple vérité. Je ne serai pas une victime. Le choc n'était pas encore terminé. J'ai brandi un dossier et j'ai fait une pause avant de poursuivre. Et maintenant? La révélation finale. Le testament de mon père. Eric et Charlotte se sont figés. Ils ne s'attendaient pas à cela. Ceci, dis-je en ouvrant le dossier, est un document légal que mon père m'a aidé à préparer il y a des années. Il remplace tous les autres arrangements. À partir de maintenant, chaque centime de l'héritage de 150 millions de dollars sera redirigé vers les organisations caritatives que mon père aimait tant. Ni Eric ni Charlotte ne recevront un seul dollar. Et la foule a applaudi à tout rompre, mais je l'ai à peine entendu. Je regardais Eric et Charlotte, leurs expressions passant du choc à la fureur. Pour une fois, ils étaient totalement impuissants. Bien sûr, je ne me suis pas arrêté là. Après le gala, j'ai remis toutes les preuves aux autorités. Les enregistrements, les faux documents et même le témoignage de quelques anciens amis de Charlotte qui s'étaient manifestés après les révélations du gala. C'était plus que suffisant pour les inculper d'agression, de conspiration et de fraude. Une semaine plus tard, la police s'est présentée à notre domicile. Je me tenais près de la fenêtre, regardant Eric et Charlotte se faire menotter et emmener. Eric a essayé de me regarder dans les yeux, mais j'ai détourné la tête. Il n'y avait plus rien à dire. Les voir affronter les conséquences de leurs actes aurait dû me soulager, mais je n'ai ressenti que de la tristesse. Pas pour eux, mais pour les personnes que je pensais qu'ils étaient. Le mari que j'avais aimé et la belle-sœur que j'avais essayé d'accueillir dans ma vie n'avaient été que des masques cachant leur cupidité. Mais leur chute n'était pas la fin de mon histoire. C'était le début d'un nouveau chapitre, un chapitre où je reconstruirais ma vie selon mes propres termes, libérée de leurs ombres. En regardant Eric et Charlotte s'éloigner menotter, je pensais que je me sentirais triomphante, voire justifiée. Après tout,
j'avais révélé leur trahison. Retourner leur plan contre eux et veiller à ce qu'ils soient traduits en justice. Mais j'ai ressenti quelque chose de plus profond, un sentiment de fermeture, une rupture nette avec l'emprise toxique qu'ils avaient sur ma vie. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon de procédures judiciaires. Les enregistrements, les documents falsifiés et les témoignages d'autres personnes ont dressé un tableau clair de la culpabilité d'Eric et de Charlotte. Charlotte, qui cherchait désespérément à réduire sa peine, s'est retournée contre Eric, confirmant chaque détail de leur complot. La mise en scène du vol, l'agression, les tentatives de me manipuler pour que je cède le contrôle de mon héritage, tout a été révélé au tribunal. Eric est resté assis en silence tout au long du procès, son attitude polie ayant volé en éclats. Il avait l'air d'un homme qui avait tout perdu, et en vérité, c'était le cas. La décision du juge a été rapide et décisive. Eric et Charlotte ont tous deux été condamnés à une peine de prison pour association de malfaiteurs, fraude et agression. Je n'ai pas assisté à la sentence. Je n'en avais pas besoin. La justice avait été rendue et ma présence n'était pas nécessaire pour l'officialiser. Le plus dur n'a pas été leur punition. C'était de reconstruire ma vie. Pendant si longtemps, mon monde avait tourné autour des personnes qui m'avaient trahi. Désormais, j'étais libre, mais la liberté s'accompagnait de ses propres défis. J'ai commencé par me concentrer sur les organisations caritatives que mon père aimait. L'héritage de 150 millions de dollars avait été réorienté vers des organisations qui soutenaient le logement des familles défavorisées, les bourses d'études et la préservation de l'environnement. Le fait de savoir que l'argent faisait la différence m'a aidé à guérir. Mais cela m'a aussi fait réfléchir à la facilité avec laquelle il aurait pu être volé. J'ai commencé à raconter mon histoire, non pas comme une histoire de vengeance, mais comme une leçon de résilience et d'intégrité. J'ai donné des interviews, pris la parole lors d'événements et même écrit des articles sur les dangers d'une cupidité incontrôlée et sur l'importance de rester fidèle à ses valeurs. Les gens étaient fascinés par la façon dont j'avais transformé une expérience aussi douloureuse en une plateforme de plaidoyer, et leur soutien m'a rappelé que je n'étais pas seul. L'un des moments les plus émouvants est survenu lorsque j'ai rendu visite à l'association caritative préférée de mon père, une petite organisation qui construit des logements abordables dans des communautés en difficulté. J'ai rencontré des familles qui avaient pris un nouveau départ grâce aux fonds que j'avais donnés. En voyant leurs sourires, en écoutant leurs histoires, je me suis rappelé pourquoi je m'étais tant battue pour protéger l'héritage de mon père. Une femme nommée Maria, mère célibataire de 3 enfants, m'a dit, « Le travail de votre père a changé nos vies. Et maintenant, c'est aussi le cas de la vôtre. Je vous remercie. » Ces mots sont restés gravés dans ma mémoire. À ce moment-là, j'ai senti la présence de mon père, comme s'il me disait qu'il était fier des choix que j'avais faits. Pendant ce temps, j'ai fait des changements dans ma vie personnelle. J'ai vendu la maison de ville de Manhattan, où s'était déroulée une grande partie du drame. C'était une belle maison, mais elle contenait trop de souvenirs douloureux. J'ai déménagé dans un endroit plus calme à la périphérie de la ville, une maison entourée d'arbres et de grands espaces, un sanctuaire où je pouvais vraiment prendre un nouveau départ. Mes amis et ma famille, qui m'avaient soutenu pendant cette épreuve, sont devenus mon roc. Ils m'ont rappelé que tout le monde n'était pas comme Eric et Charlotte, que la confiance pouvait être rétablie dans de bonnes circonstances. Lentement, j'ai recommencé à m'ouvrir, tout en restant prudente. Et la trahison laisse des cicatrices, mais elle vous apprend aussi à apprécier les personnes qui se soucient vraiment de vous. Un jour, j'ai reçu une lettre d'Eric. Elle provenait de la prison où il purgeait sa peine. J'ai d'abord hésité à l'ouvrir, ne sachant pas si j'avais envie d'entendre ce qu'il avait à dire. Mais la curiosité a pris le dessus. Et la lettre était étonnamment courte. Eric s'excusait pour tout ce qu'il avait fait, affirmant qu'il avait été consumé par la cupidité et la pression de Charlotte. « Je n'attends pas votre pardon, » écrivait-il, « mais j'espère que vous trouverez la paix, comme j'essaie de le faire. » Je ne savais pas si ces paroles étaient sincères ou s'il s'agissait d'une nouvelle manipulation. Mais j'ai choisi de ne pas m'y attarder. Ces excuses, sincères ou non,
n'avait pas d'importance. J'avais déjà trouvé la paix et je n'allais pas laisser ces paroles me ramener dans le passé. Avec le recul, je vois à quel point cette expérience m'a changé. Elle m'a appris l'importance des limites, de faire confiance à mon instinct et de me défendre. Elle m'a également montré le pouvoir de la résilience, la capacité de prendre une situation dévastatrice et d'en faire une opportunité de croissance. Depuis, j'ai consacré ma vie à la philanthropie, en veillant à ce que l'héritage de mon père se perpétue à travers les vies que nous avons touchées. Les 150 millions de dollars qu'Eric et Charlotte se sont efforcés de voler sont devenus une force pour le bien, aidant des milliers de personnes d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Mais la plus grande victoire est peut-être celle-ci. Je suis libre. Libéré de l'ombre de la trahison. Libéré du poids de leur cupidité et libre de vivre la vie que j'ai choisie. À tous ceux qui écoutent mon histoire, je veux que vous sachiez ceci. Aussi sombre que les choses puissent paraître, il y a toujours un moyen d'aller de l'avant. La trahison peut briser votre confiance, mais elle ne doit pas vous briser. Tenez bon, battez-vous pour ce en quoi vous croyez et ne laissez jamais personne vous faire sentir impuissant. C'est l'héritage que mon père m'a laissé, et c'est celui que j'espère laisser aux autres. Alors que je finis de raconter mon histoire, je ressens un sentiment de soulagement, comme si un chapitre de ma vie s'était véritablement achevé. Et maintenant, j'attends la suite avec impatience, non pas avec crainte, mais avec espoir. Merci d'avoir regardé ce film.